Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le gouvernement refuse la demande d'annexion des citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne au sud du lac Simon avec Saint-Léonard. Une centaine de personnes ont pris part au rendez-vous RH de Portneuf 2017. Vous entendrez 2 entrevues portant sur le thème du recrutement de la main-d'œuvre. Le comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond dévoile les détails de la messe de minuit du 24 décembre et de la veille du jour de l'an le 31. 25 bénévoles sillonneront les rues du centre-ville de Saint-Raymond le jeudi 7 décembre prochain dans le cadre de la guignolée de la SDC. Nous accueillerons en studio Mme Géraldine Doré de SOS Accueil. Les visiteurs étaient encore au rendez-vous au marché du Noël d'antan de Cap-Santé, malgré la pluie en fin de semaine dernière. Et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, a refusé d'approuver le règlement d'annexion de la partie sud et sud-ouest du lac Simon, qui appartient à Sainte-Christine d'Auvergne, à Saint-Léonard de Portneuf. La décision a été rendue la semaine dernière. Le ministère a réitéré la décision que la MRC de Portneuf a émise au printemps dernier et qui demandait aux 2 municipalités de s'entendre sur des solutions communes pour offrir les meilleurs services possibles à ses citoyens. Aucune entente n'a été possible jusqu'à maintenant entre les 2 municipalités. Évidemment, cette décision déçoit au plus haut point le comité de citoyens du lac Simon qui la qualifie de purement politique. Ces citoyens comprennent mal que leurs besoins légitimes, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité des services, ont été complètement ignorés par les hauts fonctionnaires du ministère qu'ils qualifient de Ponce Pilate à la solde de la MRC de Portneuf. De plus, le comité s'interroge du sérieux et de la pertinence de la procédure du guide d'annexion dont il a respecté minutieusement toutes les étapes et que la mobilisation citoyenne pour corriger des situations injustes et dysfonctionnelles n'a aucune importance auprès des administrateurs publics et des instances politiques. De son côté, le maire de Saint-Léonard, Denis Langlois, partage la déception du comité de citoyens, mais n'entend pas négocier les services pour eux avec Sainte-Christine d'Auvergne. M. Langlois rappelle que la municipalité de Saint-Léonard n'est qu'un instrument du comité de citoyens selon la loi sur l'organisation territoriale municipale et les démarches à suivre dans un tel projet d'annexion. Le maire de Saint-Léonard soutient que la demande d'annexion du comité de citoyens est tout à fait légitime et qu'elle répond à tous les critères établis par le MAMO et qu'il est d'accord pour dire que ce dossier est maintenant d'ordre politique.
Du côté de Sainte-Christine d'Auvergne, le maire Raymond Francoeur est très satisfait de la décision du ministère qui clôt le dossier et qu'il est toujours disposé à s'asseoir avec ses citoyens pour répondre à leurs besoins. Il rappelle qu'un local au Lac-Simon est disponible à la municipalité pour rencontrer des fonctionnaires de Sainte-Christine d'Auvergne et qu'il attend toujours la réponse des citoyens du Lac-Simon pour rendre public un tronçon privé du chemin Saint-Vincent. M. Francoeur soutient que la MRC de Portneuf n'est pas chaude à l'idée de changer la géographie de son territoire et qu'il démontre son esprit régional, ayant maintenant été élu préfet suppléant de la MRC de Portneuf pour les 2 prochaines années. Rappelons que l'accès au Lac-Simon se fait uniquement que par Saint-Léonard et qu'une forêt sépare ses résidents et le village de Sainte-Christine d'Auvergne. On retrouve quelques 76 résidents de Sainte-Christine d'Auvergne du côté sud-ouest du Lac-Simon et le même nombre environ du côté de Saint-Léonard. La démarche avait été entérinée par Saint-Léonard, mais refusée par Sainte-Christine d'Auvergne. On estime à quelque 75 000 $ les taxes que payent ces propriétaires à Sainte-Christine d'Auvergne par année sans aucun service ou presque. Plus de 80 % des quelques 76 résidents souhaitent une annexion avec Saint-Léonard et ont signé une lettre d'appui au comité de citoyens. Le comité n'entend pas jeter la serviette pour autant dans ce dossier. Selon un des membres, Georges Normand, un suivi sera fait au retour de vacances à l'extérieur d'un des leurs. Ce comité travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Le comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond a donné plus de détails sur le déroulement de la messe de minuit du 24 décembre et de la veille du jour de l'an à place de l'Église qui vont clore une année festive très bien remplie d'activités et d'émotions. Cette messe se tiendra sous le thème riche d'histoire, riche d'avenir, mais le volet avenir sera davantage exploité comparativement aux origines et à l'histoire de Saint-Raymond lors de la messe de minuit du 24 décembre 2016. Ainsi, les portes de l'église de Saint-Raymond vont s'ouvrir à 22h30 le dimanche 24 décembre, suivi à 23h par un concert à l'orgue d'Hélène Sauvageau et de 23h30 à 23h50 par un spectacle de la chorale composé d'une 50aine de choristes. À 23h50, le journaliste Gaétan Genois livrera une narration d'un texte poétique qu'il a écrit sur l'histoire de Saint-Raymond, suivi du mot du président des fêtes, Philippe Moisan. Une procession est prévue juste avant la cérémonie religieuse, une procession qui mettra en relief 4 thèmes. Écoutons le président Philippe Moisan. Puis, un peu comme l'an dernier, la procession qui se fera sera sous forme, c'est ce qui remplace l'homélie. Fait que, monsieur le curé, cette année, on va toucher à 4 thèmes. L'an dernier, on avait 5 thèmes qui représentaient l'histoire de Saint-Raymond. Cette année, nos 4 thèmes, on va toucher aux familles souches de Saint-Raymond. Il y avait les Derry, les Caillés, Plamondon et Duplain. Fait qu'on va essayer de vous présenter chacun de ces familles-là, un descendant de ces familles-là. Ensuite, on veut faire une place à la jeunesse active de Saint-Raymond. On va représenter des groupes qui touchent vraiment la jeunesse. C'est notre avenir, fait qu'on lui fait une place à la jeunesse. Ensuite, on fait une place à la photographie. Si on était capable de fêter le 175e, c'est parce qu'un jour, il y a des personnes qui ont pris des photos. Fait que notre histoire est souvent basée sur des photos. Fait qu'on fait un clin d'œil à la photographie. Et ensuite, le 4e groupe qu'on veut remercier, ben c'est le bénévolat. Si on était capable d'avoir des belles fêtes, il y a eu des fêtes avant nous, il y en a et il y en aura dans le futur. Fait qu'on veut vraiment faire un beau clin d'œil au bénévolat. Fait qu'on remerciera ces gens. Il est prévu que l'auteur, compositeur et interprète raymondois Ben Moisan fasse une prestation durant la messe pour chanter la chanson qu'il a composée sur Saint-Raymond. Il sera accompagné de la chorale. Un invité surprise fera vibrer l'église au chant du traditionnel minuit chrétien et des écrans géants diffuseront dans l'église la télé communautaire qui sera aussi sur place en direct. Mots du maire et chocolat chaud sur le perron de l'église ou à l'intérieur, selon la température, mettra un terme à cette messe qui avait attiré en 2016 quelques 1000 personnes sur une possibilité de 1200 personnes assises dans l'église.
Quant au 31 décembre, le rassemblement est prévu dehors à partir de 22 h à Place de l'Église, entre le centre multifonctionnel, l'Aréna et l'Église, qui sera illuminé pour l'occasion. En nouveauté cette année, une rétrospective des grands événements sera diffusée sur écran géant. Un animateur et une disco mobile réchaufferont l'ambiance, qui sera agrémentée par des foyers et un service de bar. Le traditionnel décompte de minuit précédera un feu d'artifice et le tout se terminera à minuit 30 pour permettre aux différents hôteliers de profiter de ce rassemblement qui l'an passé avait attiré quelques 3000 personnes. Le comité organisateur invite la population à se vêtir de fourrure pour l'occasion. Le jeudi matin, 7 décembre prochain, entre 6h30 et 9h, quelques 25 bénévoles très bien identifiés sillonneront les rues du centre-ville de Saint-Raymond pour amasser des sous dans le cadre de la 7e édition de la guignolée de la SDC. Ça veut dire la Société de développement commercial de Saint-Raymond. Les bénévoles, équipés de petites chaudières et tuques rouges à la tête, solliciteront les automobilistes aux intersections les plus fréquentées du centre-ville. On espère amasser 7 500 $, 300 de plus que l'an passé. La Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a déjà versé 500 $ à la SDC. C'est un montant total de 33 926 $ qui a été amassé depuis 6 ans. De plus, des boîtes seront installées dans différents commerces de Saint-Raymond pour recevoir les denrées non périssables. Tout l'argent amassé lors de la guignolée et les denrées non périssables sont destinés à l'organisme SOS Accueil de Saint-Raymond qui vient en aide aux plus démunis de notre territoire. D'ailleurs, pour nous en parler, nous accueillons en studio la coprésidente de SOS Accueil, Mme Géraldine de Doré. Bonsoir, Mme Doré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. La guignolée, ça fait déjà, c'est la 7e édition, en fait, cette année. Exactement, j'ai toujours participé. Vous avez toujours fait ça? Vous étiez oui. justement dans les premières activités quand même intéressantes pour sensibiliser les gens à votre cause, en fait. Oui, c'est très agréable de voir l'accueil qu'on reçoit à chaque automobiliste, là, vraiment bien. Oui. Parce qu'effectivement, l'argent est destiné à vos œuvres. Et vos œuvres touchent en fait les gens des territoires. C'est Saint-Raymond? Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent. Et Lac-Sergent? Oui. Et Sainte-Christine aussi? Sainte-Christine aussi, parfait. Oui. L'argent qu'on amasse lors de la guignolée sert particulièrement pour la confection de paniers? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on entend par panier? Alors, c'est tout dépendant du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. On ajoute des choses qu'on ne donne pas pendant l'année. Alors, on ajoute fruits et légumes, une demi-dinde. Parfois, ça va être deux demi-dindes, donc une dinde complète, si c'est plus nombreux dans la maison. Et puis, on donne aussi une bûche de Noël. OK. Oui, avec des conserves et tout le reste, là, oui. Qui peut recevoir ces paniers? Très bonne question. Alors, on demande des preuves d'abord d'habitat dans la région qu'on a nommée. Oui. Et puis aussi des preuves aussi, combien on a d'enfants, donc les cartes d'assurance maladie. OK. Et puis les dépenses de la famille, alors les grosses dépenses, automobile, maison, logement, donc, oui. Ce qui vous permet d'évaluer, en fait, exactement, les finances, en fait, de la famille ou oui, des gens dans le besoin. C'est ça, oui. Et qui confectionne ces paniers? Ah, c'est tous des bénévoles. Oui, bien oui, c'est un groupe. Donc, les responsables, alors on est toujours 3 responsables. Un dans le bureau, un qui fait le joint entre la salle d'épicerie et puis dans la salle d'épicerie aussi. Alors, on est 3 responsables à chaque fois qu'on fait les paniers. Et c'est l'année passée, on a perdu un grand bénévole, M. Claude Leclerc. Ah oui. Alors, il est décédé. Donc, cette année, là, on le remplace par d'autres bénévoles qui le veulent bien. Ils sont vraiment agréablement là, intéressés à faire les paniers. Et ça, vous faites ça à vos bureaux? Oui. En fait, alors, on a un endroit spécial un peu derrière, là, un peu reculé. Oui. Puis alors, les gens qui viennent acheter des objets qu'on vend à prix modique, ils ne voient pas tout le monde qui passe, là. Non, j'imagine. Non, on y passe par derrière un peu, oui. Ouais.
Quand est-ce que vous remettez ces paniers? Alors, on commence le 5 décembre jusqu'au 19 décembre à 16 h. À remettre. Vous allez sur place à la maison? Non, non, ils viennent chercher chez nous. C'est les gens qui viennent chercher, oui, en fait. Oui, très rare, on fait des livraisons. Parfois, c'est les travailleurs sociaux qui vont faire les livraisons dans certaines familles. Okay. Les familles qui n'ont pas d'automobile, qui ont des grands besoins. Oui. Est-ce que les besoins augmentent à chaque année? Justement, on a vérifié dans notre liste de l'année passée, à comparer à cette année, on a ajouté tout près de 20 familles de plus, des nouvelles familles. Oui. C'est en 2017? En 2017, oui. Et quel est le portrait? Ce sont des familles avec des jeunes enfants? Oui. Est-ce des gens qui travaillent aussi? Oui, mais il y a des jeunes mères qui sont seules avec des enfants. Monoparentales. Oui, exactement, oui. Puis il y en a qui ont perdu leur emploi dernièrement. Est-ce que les gens, l'an passé, c'était plus de 200 que vous aviez confectionné? Ou, oui, je pense que c'était 220 autour de ça, là, oui. Que vous aviez confectionné. Oui. Comment on fait les gens, justement, qui nous écoutent, qui pourraient, justement, demander des paniers? Est-ce qu'on appelle, on va vous voir, ou comment non, on peut faire? Si on appelle, de toute façon, il va falloir venir pour préparer un dossier. Alors, c'est préférable de se rendre sur place. Alors, selon nos heures d'ouverture, alors on est ouvert les mardis et jeudis, de 9 h à... Ah, on va ajouter une demi-heure. Oh, c'est bon de l'ajouter, c'est très bien. Alors, on va ajouter une demi-heure à chaque demi-journée, du 5 au 19 décembre. OK. Alors, le mardi, plutôt de finir à 11h30, on finira à midi. Oui. Et puis, plutôt de finir à 4 h, on finira à 4h30. Vous avez aussi un principe de cadeau? Oui. Que les familles peuvent demander aussi? Parlez-nous un peu de ce concept. Exactement. Alors, c'est en lien avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond. Oui. Alors, eux se rendent à Québec avec les listes de besoins pour les enfants. Alors, on ne donne pas tout le nom des enfants, on donne les prénoms puis l'âge. OK. Puis à part ça, c'est des numéros pour bien s'identifier. Alors, c'est avec Place Laurier, qui est là-bas, il y a des belles installations depuis longtemps. Et puis, les Chevaliers de Colomb font les liens. Ils vont même envelopper les cadeaux là-bas. J'ai été très surprise d'entendre les émotions que ces gens-là vivaient. Okay. Oui, c'est très bon. Et ça, ce sont les familles qui demandent, en fait, qui vous demandent si vous pouviez leur donner quelques cadeaux pour leurs enfants, parce que c'est pour les enfants exclusivement. C'est 12 ans et moins. Ouais. Oui. Et ça, c'est remis lors de... Une journée spéciale, alors c'est le 21 décembre, tout juste avant Noël, 21 décembre. On appelle les familles pour leur dire à quelle heure venir. On ne voudrait pas que, par exemple, 160 personnes se ramassent en même temps. Okay. Donc, on appelle les gens de venir dans des périodes précises. Là. On parle de combien de cadeaux à peu près en moyenne? Là, présentement, on a des demandes pour 150, mais ça va facilement aller 160, sûrement 175 peut-être. OK. Oui. Alors, c'est vraiment un beau cadeau pour ces familles. Absolument. Et peut-être en terminant, rappelons un peu SOS Accueil. Bon, vous avez parlé des heures d'ouverture. Vous acceptez en fait les dons. Oui. Les vêtements, parlez-nous un peu de ce que vous pouvez recevoir et vendre. En fait, des dons, ça peut être des vêtements. Ah oui. Les gens donnent beaucoup ces temps-ci, des choses neuves même, pour justement qu'on complète parfois les cadeaux qui peuvent manquer, là, ou des erreurs parfois qui se font. C'est vraiment spécial. Des fois, c'est des erreurs selon l'âge, puis des fois, garçon ou fille, selon les prénoms, il y a des erreurs qui se glissent à travers ça, oui. Alors, les gens peuvent aller sur place chez vous, faire il y a des familles aussi qui nous apportent des paniers tout prêts pour offrir à d'autres familles, oui. Il y en a 3-4 qui font ça chaque année. Alors, c'est une bonne idée aussi. Très bonne idée, oui. Vous êtes combien de bénévoles en tout? En tout, on est à peu près 110, 112 à la maison du SOS et puis à la maison particulière à chacun, une trentaine. Quand même, hein? Oui. Depuis déjà beaucoup d'années, 41 ans, je pense, oui. Alors, on invite donc les gens le 7, enfin, c'est jeudi prochain, le matin, entre 6 h, la Guignolée. Donc, de 6h30 à peu près jusqu'à 9h. À 9h. Oui, 9h, à peu près. Alors, les bénévoles vont sillonner donc les rues du centre-ville de Saint-Raymond. Tout le monde a hâte. On a bien hâte, oui. La température ne nous fait pas peur. Tout à fait. Alors, Géraldine Doré, merci beaucoup. Très bien, merci. Pour cet entretien. Merci beaucoup.
Ce mercredi 29 novembre, au club de golf du Grand Portneuf se tenait le rendez-vous RH Portneuf, RH pour ressources humaines. Il s'agit d'un rendez-vous annuel pour les gens d'affaires, les industriels et les organismes qui gravitent autour de l'emploi et de l'économie portneuvoise. Une centaine de personnes ont pris part à l'événement qui se tenait sous le thème « Rareté de main-d'œuvre, des pistes de solutions ». 5 conférenciers, en fait, ont été invités à prendre la parole touchant l'image de marque employeur à partir de ses valeurs, les services en employabilité dans Portneuf, l'immigration, l'innovation en matière de gestion et méthode de travail. Et l'acteur, conférencier, animateur et entrepreneur Hugo Dubé a entretenu l'auditoire sur sa conférence intitulée « Oser la bonne idée ». Tout peut s'enclencher. Ce rendez-vous RH Portneuf est organisé par Emploi Québec et des partenaires Chambre de commerce et les différentes organisations à caractère économique de la MRC de Portneuf. Écoutons tout d'abord une entrevue que nous a accordée la première conférencière de la journée et coach Diane Lépine de l'entreprise Vigie Coaching. Bonjour, Madame Lépine. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous-même? Oui. Avec le soleil qui se lève là, ce matin, c'est parfait. Ben oui. Écoutez, nous sommes à Pont-Rouge. C'est le colloque, en fait. C'est l'événement Rendez-vous RH Portneuf 2017. Oui. Vous avez été invité, justement, à donner votre propos aux gens d'affaires ici de la région. Oui. Vous parlez, en fait, du recrutement des bonnes personnes. Décrivez-nous un peu le propos que vous allez comment vous allez entretenir les personnes. Bien, je veux surtout parler aux humains, aux entrepreneurs et aux gestionnaires aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très fière. C'est la deuxième fois qu'on m'invite ici au rendez-vous RH Portneuf. J'ai beaucoup travaillé avec des entrepreneurs de la région. Et donc, le défi aujourd'hui, bien, ce sont les gestionnaires et les propriétaires d'entreprises qui le portent en eux. Oui. Et évidemment, on est dans une population qui est vieillissante. Hein? La démographie fait en sorte qu'on a moins de jeunes qu'on avait. Puis, nous sommes rendus dans un marché d'employés et non pas d'employeurs. Alors, c'est différent. Donc, il faut changer d'attitude à l'intérieur de nous. Et il faut offrir quelque chose qui soit sexy, qui soit attirant pour les jeunes. Il faut faire son marketing employeur, développer une image de marque employeur, autant qu'on le fait auprès de notre clientèle. Et vous savez, on dit, on laisse une entreprise, mais on quitte un boss. Souvent, ce qui fait qu'un employé ne reste pas aujourd'hui, ça va se passer au niveau, beaucoup plus au niveau des relations interpersonnelles, du fait que la personne ne trouve plus de sens, ne peut plus être elle-même, ne peut plus co-créer sa vie. Enfin, elle a le sentiment qu'elle ne peut plus co-créer sa vie dans l'organisation où elle est, parce qu'il n'y a pas le management, puis au niveau du leadership puis des communications, on ne va pas dans le même sens. Okay. Les 3 choses qui manquent le plus aux entreprises pour donner du sens. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Donner du sens. Les jeunes sont à la recherche de quoi? Nous, quand on avait 16 ans, on rêvait d'avoir notre première voiture. C'était ça qui donnait, tu sais, qu'on était quelqu'un. Oui, l'estime de soi. L'estime de soi, là, tu sais, à 16 ans, on avait notre première voiture, notre permis de conduire. Aujourd'hui, les jeunes, ils en veulent même plus de voiture. Ils veulent avoir fait le tour du monde avant de commencer à travailler. Puis, ils ont commencé à travailler, puis on dirait qu'ils ont déjà hâte de finir. C'est l'impression que ça peut donner. Ce n'est pas cela. Les jeunes sont très travaillants, sont valeureux, mais on les a élevés comme des gens uniques, hein, avec moins d'enfants dans les familles. Alors, ben, ils pensent que c'est dû. Puis, à vrai dire, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut continuer de les traiter de cette façon-là. Okay. Alors... Mais il y a un cadre précis quand même. Pour un employeur, il y a des tâches à faire et tout. Quelle relation doit avoir? C'est une relation de partenaire?
Puis on a vu dernièrement, c'est drôle parce que je pensais justement à ça ce matin, on est passé de recrutement de talents à ressources humaines. Aujourd'hui, on parle de patrimoine humain. Vous vous souvenez, on a déjà eu des publicités de Walmart où on parlait de la dame dans les allées qui était une associée. Alors, on passe par toutes sortes de vocabulaire pour nommer les ressources. Une chose est sûre, depuis 35 ans que j'accompagne les entrepreneurs un peu partout au Québec, tout le monde va le dire, il y a 3 grands sujets qui empêchent de dormir les entrepreneurs. L'argent, le temps et les ressources humaines. Oui. Alors, tout le monde se met à travailler plus parce que je manque d'argent, je ne peux pas engager de ressources ou j'ai pas de ressources. Alors, aujourd'hui, l'enjeu des ressources humaines est encore plus important que jamais, oui. Comme je le mentionnais. Alors que vous disiez, il faut quand même faire la tâche, oui, mais aujourd'hui, il faut travailler sur les résultats et non plus commander les gens dans le comment faire. Okay. Et puis, il faut co-créer ensemble et puis faire travailler les gens ensemble. Les gens, il va falloir les former dans nos entreprises. On va tellement manquer d'employés qu'il va tous falloir investir dans la formation de nos nouvelles ressources, en autant qu'on voit que ce sont des gens avec qui on peut s'entendre. Oui. Mais qui dit investir, parce qu'on ne peut plus compter sur nos écoles pour les former. D'ailleurs, dans Portneuf, je voyais les derniers chiffres, on disait on n'a pas suffisamment d'employés. Il en manque d'ici 5 ans presque entre 737 et 1000 qu'on disait, c'est énorme. Puis en plus, c'est qu'on disait ils n'ont pas les qualifications qu'il faut pour les tâches que nous avons. Alors, ça veut dire que, comme je mentionnais, il va falloir avoir des mentors à l'interne, s'auto-former et avoir beaucoup de créativité avec nos ressources. Ouais. Comment on fait justement pour que l'employé soit heureux? En fait, parce qu'en bout de ligne, c'est un peu ça, qu'il soit heureux au travail. Oui. Alors, ça prend des valeurs. Oui, il faut combiner la famille aussi avec ça et tout. Alors, il faut vraiment changer sa façon de voir son entreprise. C'est vraiment la façon de manager qu'il faut changer, la façon de gérer. Je peux plus être le boss puis dire « Hey, toi, là, passe par là, puis fais ça. Puis demande-moi pas quoi, là, mais va-t'en vers là. » Alors, les 3 choses qui manquent le plus aux entreprises, ce sont les bases. Les grands managers du monde entier le disent, que ce soit Peter Drucker ou d'autres qu'on voit un peu partout. Les valeurs, la mission et la vision, il faut que ça soit clair. Vous vous souvenez, enfin, l'histoire nous raconte, lorsqu'on construisait une cathédrale au temps de la Renaissance, ça pouvait prendre jusqu'à 150 ans ou à 200 ans construire une cathédrale. Alors, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était engagé puis avait toujours le goût? Parce que, comme l'espérance de vie était environ de 43 ans, ceux qui commençaient n'allaient pas voir la fin du projet. Par contre, la maquette de la cathédrale était là. Les gens savaient pourquoi, qu'est-ce qu'ils construisaient, donc la vision. On est en train de construire quoi? Puis pourquoi? Le why, le fameux why là, qui est important. Alors, il va falloir travailler davantage sur le why, le pourquoi. Pourquoi on est en train de faire ça, plutôt que sur le comment. Parce que sur le comment, il n'y a pas d'émotion. Et l'émotion, c'est le moteur de l'action. Donc, si on réussit à donner une émotion par rapport à la vision, et trop souvent au Québec, je vois des entrepreneurs qui travaillent trop fort dans les opérations, au day-to-day, pour survivre, mais il n'y a pas de vision de ce qu'on est en train de construire, ni de vision par rapport à la concurrence dans le monde. Oui. On n'est plus en concurrence contre le commerce d'à côté, ni contre le commerce de la ville d'à côté. On le sait maintenant, avec l'arrivée d'Internet, c'est près de 20 à 25 % des commerces de détail qui vont fermer, faire faillite, parce que le chiffre d'affaires se transpose sur Internet, et entre autres, on est très en retard au Québec là-dessus. Alors, on est dans une migration, une grande transformation du marché des affaires, du marché du travail. Oui. Vous êtes optimiste pour l'avenir, pour les entreprises en région particulièrement comme Portneuf? Je pensais à Saint-Élie-de-Caxton, comment il s'appelle, notre jeune poète. Là. Je me dis, écoute, c'est comment un poète a pu faire comment un poète a pu faire qu'un petit village comme ça soit rendu une vedette dans le monde entier. Alors, on voit que ça prend des leaders,
Puis c'est pas toujours des leaders politiques. On attend trop de nos politiciens. C'est pas un leader donc politique. Non, c'est un artiste. C'est un poète, imaginez-vous, qui est en train de positionner une région. Et donc, ça peut venir pas nécessairement du côté économique, mais ça peut venir du côté artistique. Mais ça prend du leadership. Positionner la région pour... Pourquoi un Européen, pourquoi un Algérien, pourquoi un Haïtien, pourquoi un autre Québécois viendrait vivre à Portneuf? Alors, c'est pas un seul entrepreneur. On ne peut plus travailler en silo tout seul et voir le défi tout seul. Il va falloir le voir de façon collective. Et si je suis positive, si on est encore vivant aujourd'hui, après des millions d'années, il faut avoir de l'espoir pour ceux qui s'en viennent. C'est sûr. Diane Lépine, merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Faire appel aux immigrants devient pour bien des employeurs de Portneuf une solution intéressante, mais pas nécessairement facile à concrétiser. Écoutons une entrevue que nous a accordée Alain Blanchette d'Accès Études de Québec et ex-directeur d'Accès Travail Portneuf. Alain Blanchette, bonjour. Bonjour, monsieur. Alain, nous sommes au rendez-vous RH Portneuf 2017 au Club de golf ici à Pont-Rouge. Tu vas donner en fait une conférence sur l'immigration. Parle-nous un peu de ton implication là, cette année. Oui, bien c'est ça, le dossier de l'immigration, c'est un dossier qui prend de plus en plus d'ampleur à cause de la rareté de main-d'œuvre. Donc, les entreprises qui habituellement embauchaient des travailleurs québécois, il y en a quelques-unes qui maintenant doivent se tourner vers l'immigration. Donc, nous, moi, j'étais jusqu'en juin 2017 directeur d'Accès Travail Portneuf. Donc, on avait démarré un projet qui s'appelle Accès Études Québec pour recruter des étudiants étrangers en formation professionnelle et technique au Québec. Oui. Et par la bande, c'est bien entendu le dossier d'immigration, on est impliqué depuis plusieurs années. Donc, pour faire un peu un topo, présenter aux entreprises les différentes options qui sont disponibles pour recruter de la main-d'œuvre, avec Tamara Côté d'Emploi Québec et Martine Lessard de Québec International, on va animer un atelier sur justement le recrutement de travailleurs immigrants. Oui. Est-ce que réellement c'est une solution intéressante pour une région comme Portneuf? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On est dans une situation où depuis au moins 2 ans, il y a davantage de personnes qui prennent leur retraite que de personnes qui sortent des écoles pour aller sur le marché du travail. Donc, on est dans un déficit déjà depuis plusieurs années et les départs à la retraite vont aller en s'accélérant. Donc, la main-d'œuvre locale n'est pas suffisante pour combler les besoins. Oui, on pourrait recruter dans d'autres régions, ce qu'on fait à l'occasion, mais ça va faire en sorte que toutes les régions du Québec vont se cannibaliser pour aller chercher de la main-d'œuvre. Donc, il faut vraiment que de nouveaux travailleurs arrivent au Québec et plus particulièrement dans Portneuf. Donc, c'est un incontournable, c'est avantageux, sauf qu'il y a des délais en termes de gestion administrative, il y a des coûts pour les entreprises. Bien entendu, c'est pas une situation idéale, mais c'est les inconvénients d'un marché du travail très performant et d'un bas taux de chômage. Donc, pour les chercheurs d'emploi, c'est la période idéale. Pour les employeurs, c'est très compliqué. Oui. Alors, concrètement, comment on peut faire, justement, si on est employeur, pour embaucher, justement, des immigrants? Si on est chanceux, on va réussir à recruter des immigrants qui ont obtenu leur résidence permanente ou qui sont citoyens canadiens. Mais comme le Québec en accueille à peu près 50 000 par année, il y en a une dizaine de mille qui partent par la suite. Donc, il faut être chanceux pour tomber sur un résident permanent. Donc, la majorité des entreprises vont recruter des travailleurs temporaires. Ça veut dire des contrats de 2 ans, généralement, accordés à des travailleurs spécialisés. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui peut bénéficier de cette possibilité-là. Oui. Et les délais en termes d'administration, ça peut prendre à peu près 6 mois avant que le travailleur arrive. Fait qu'à partir du moment où l'employeur fait la démarche pour recruter un travailleur, il peut presque compter 6 mois avant que le travailleur débarque chez lui. Ouais. Fait que c'est de la planification et dans certains cas, les employeurs refusent des contrats en attendant d'avoir de la main-d'œuvre suffisante pour... Est-ce que des secteurs où c'est plus facile d'aller chercher la main-d'œuvre immigrante? Oui, surtout les métiers spécialisés comme soudeurs, machinistes, également dans le domaine de l'administration et aussi dans le domaine de la mécanique. Donc, il y a une série d'emplois qui ont été d'ailleurs ciblés par Emploi Québec au niveau de la région de la Capitale-Nationale qui sont en situation de pénurie et donc
donc, c'est autorisé à ce moment-là pour les entreprises québécoises de recruter à l'extérieur. Oui. Actuellement, dans Port-Neuf, est-ce qu'on a un portrait assez précis, justement, du nombre d'immigrants qui travaillent pour des employeurs? Bien, les dernières statistiques du recensement de 2016 démontrent que 790 personnes immigrantes dans Port-Neuf. La grande majorité, c'est des Européens francophones. On parle de 60 % à ce moment-là. Ouais. La grande majorité travaille. Lorsqu'on parle de travailleurs étrangers, donc il y en a qui sont résidents permanents, il y en a qui sont citoyens canadiens et qui ont des emplois. Au niveau des travailleurs temporaires étrangers, on peut peut-être en compter une quarantaine. Et là, j'exclus les travailleurs temporaires agricoles qui, eux autres, chaque année, viennent pour des récoltes ou à l'année dans des serres comme Savoura, exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus facile actuellement d'aller chercher la main-d'œuvre? C'est certain que si on ne veut pas avoir de barrière de langue, à ce moment-là, c'est les pays francophones, surtout l'Europe ou l'Afrique du Nord. Mais je sais qu'on recrute également des Brésiliens, des Colombiens. Pas pour uniquement des métiers dans le domaine agricole, mais aussi pour des emplois spécialisés. Là, à ce moment-là, ben, c'est là que le cours de francisation devient important dans Port-Neuf, parce que ces gens-là ont certaines notions de français, mais ils vont avoir un petit bout de chemin à faire avant de pouvoir converser librement avec les citoyens. Oui, c'est sûr. Et peut-être en terminant, Accès Études Québec. Où en êtes-vous, justement, dans l'organisation puis dans votre façon de faire? Bien, ça va bien de notre côté, à savoir que bientôt, on va avoir accueilli notre 50e étudiant. On s'enligne pour un rythme de croisière d'à peu près un recrutement de 100 étudiants par année. Quand on a débuté, on était mandaté par une dizaine de centres de formation. Maintenant, on est rendu autour de 25 centres de formation. Donc, on couvre une bonne partie du Québec. Et on va être à Marseille en janvier, faire du recrutement, à Lyon au début février, en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais au mois de mars. On va aller également en Guadeloupe. En même temps, bien, c'est sûr qu'il y a des chercheurs d'emploi qui viennent nous voir parce qu'ils voient Québec, puis il y en a qui rêvent de travailler au Québec. Fait que ça permet aussi de ramasser des curriculums vitae pour d'éventuels employeurs. Oui. Alain Blanchette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Ce rendez-vous RH Port-Neuf est organisé conjointement par le Centre local d'emploi de Port-Neuf, les chambres de commerce, le Carrefour Jeunesse Emploi, la SADC Port-Neuf, la MRC de Port-Neuf, Accès Travail Port-Neuf et par le Centre de formation de Port-Neuf. L'opération Nez Rouge Port-Neuf débute cette fin de semaine, ce vendredi et samedi soir, 1er et 2 décembre. Les bénévoles de Nez Rouge Port-Neuf desservent toutes les municipalités de la MRC de Port-Neuf, en plus des municipalités de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Saint-Augustin de Desmaures et Fossambeau-sur-le-Lac. Pour obtenir les services d'une équipe de Nez Rouge, il s'agit d'appeler au 88 876 1206 ou le 88 876 1202. L'opération Nez Rouge 2017 s'échelonne sur 4 fins de semaine, les premiers 2, 8 et 9, 15 et 16, ainsi que les jeudis et vendredis 21 et 22 décembre. L'opération Nez Rouge dans Port-Neuf, la 9e, est organisée par la Fondation Mira, qui ouvre ses bureaux de Neuville aux bénévoles. Tout l'argent amassé est destiné à donner un chien d'accompagnement à un enfant du territoire. Soulignons que le député de Port-Neuf, Jacques Cartier, Joël Godin et son équipe offriront les services de raccompagnement pour Nez Rouge Port-Neuf le vendredi soir, 8 décembre prochain. En fin de semaine dernière, à Cap-Santé se tenait le marché du Noël d'antan à Place de l'Église, qui est transformé et animé dans une ambiance des fêtes traditionnelles québécoises. Plus de 70 artisans présentaient leurs plus belles créations. Et malgré la pluie du vendredi et du samedi, la journée du dimanche aura comblé les attentes des organisateurs et des quelques 200 bénévoles qui gravitent autour de l'organisation. Il s'agissait de la 17e édition. Notre collègue Robert Fleury s'est amusé à interviewer différentes personnalités clés de l'organisation, dont Jean-Pierre Massicotte, un des cofondateurs du Noël d'antan de Cap-Santé il y a 17 ans. Écoutons M. Massicotte nous parler du contexte qui l'a mené à créer l'événement. Ce qui nous a motivés, c'est qu'on a toujours aimé, mon épouse et moi et des gens de ma famille, aller voir des marchés de Noël qu'il y avait un peu partout autour parce que c'était dans des sous-sols d'église ou des gymnases d'école ou des choses comme ça. Puis on trouvait que l'ambiance était pas formidable. On s'est dit, nous autres, à Cap-Santé, on a une place de l'église qui est magnifique. Avec l'église, c'est un monument qui date de l'époque française. Alors, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Et dans ce temps-là, on s'est mis ensemble, puis on a été voir la ville, on a présenté un projet, j'avais fait une maquette avec toutes des petites maisonnettes pour lui dire, voilà ce qu'on peut faire, vous nous aidez, on vous aide, on va travailler tout le monde ensemble dans le village, puis on va réussir à faire un événement. La première année, ce qui nous a décidé, c'est qu'il y a eu une vanne qui a versé sur le côté, pas loin d'ici, puis elle avait du, je ne sais pas en français comment on dit ça, c'était du board ou du tentes ou quelque chose comme ça, mais c'était une espèce de gros carton pour que ça sert en construction. Et puis on se l'est fait donner. Et puis là, on a acheté des bouts de 2 par 3, puis on a bâti des cabanes avec ça. On était 5 d'un côté, 5 de l'autre. Il y avait juste 10 cabanes au début comme ça. Et malgré une grosse pluie, ça a marché, il y avait du monde, puis tout ça. Fait que ça a été incroyable. La pluie sur le Tentes, c'est comme un buvard. Il y en a qui sont effondrés et tout ça, mais le fun était là. Des fois, avec un petit gin à travers ça, ça roulait, puis les gens ont embarqué dans le party, puis il y a des gens qui voulaient se mêler à ça, puis d'année en année, bien, il y en a de plus en plus qui voulaient venir. Même là, aujourd'hui, on a une liste d'attente pas mal intéressante là-dessus. Même qu'on se demande où on va mettre les nouvelles petites maisonnettes, parce que ça prend de la place. Fait que c'est ça, c'est un peu ça. Les gens sont venus. Le bénévolat de tout le monde du village, bien, ça donne ça comme résultat. Le président de l'organisation depuis 5 ans, Denis Villeneuve, nous décrit maintenant la transformation de la place de l'église de Cap-Santé, qui est unique au Québec pour accueillir ce genre d'événement. On a 34 maisonnettes extérieures, 70 artisans en tout qui sont distribués entre la salle Albert-Fortier, le gymnase, le presbytère et le merveilleux site de la place de l'église qui s'étend jusqu'au parvis de l'église. Donc vraiment, on couvre tout le site, ce site patrimonial qui est la place de l'église. L'église, il ne faut pas oublier, 1755. Donc on est vraiment sur un site patrimonial. On est très chanceux d'avoir cette opportunité-là. Puis c'est ça qui fait la force du Noël d'antan. Parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas le seul marché. Oui, on est le plus ancien et oui, on est le plus unique parce qu'on a cet aspect d'antan, mais il y a des marchés de Noël partout à travers le Québec. Et nous, notre force, c'est vraiment d'avoir ce site incroyable. C'est ça qui fait que les gens aiment venir parce qu'on ouvre vraiment. C'est Cap-Santé qui dit à tout le monde, venez, on ouvre nos portes, venez, on va s'amuser en famille. Le Club optimiste de Saint-Raymond tenait cette semaine la finale de l'activité Visite d'entreprise 2017 qui, à chaque année, depuis une vingtaine d'années, permet à des élèves de 6e année de visiter au printemps et à l'automne des entreprises et de raconter devant leur classe leur expérience, et ce, en français et en anglais. Les meilleurs se retrouvent sur scène devant public dans le gymnase de l'école. Le 1er novembre dernier, les élèves de 6e année ont visité 11 entreprises de Saint-Raymond, dont les services et loisirs et des incendies de la ville de Saint-Raymond, Fix Auto, les impressions Borgia, Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine, les concessionnaires Toyota, Germain Automobile et Hyundai Saint-Raymond, Machinerie Lourde, Dion Moto et l'hôtel Roquemont. Écoutons un extrait d'Alexis Ouellette qui a visité le concessionnaire Hyundai de Saint-Raymond. La personne que j'ai rencontrée est Christian Jobin. Il dirige 5 vendeurs. Il a commencé à travailler dans cette entreprise en janvier 2016 et ça fait 30 ans qu'il est dans ce métier. Il travaille 10 heures par jour et il travaille les fins de semaine. Il nous a préparé, il nous a fait un conseil de trouver quelque chose qu'on aime. And the part in English. The other job is mechanic, salesman, director and secretary. My appreciation. I liked my visit because I felt like I was a client. I was welcomed very nicely by the employees. All the information I was looking for was given to me and even more. What I liked the most was watching the personnel doing their job and the Optimistic Club, it's organized activity for students. Thank you. Le Club optimiste a remis un don de 900 $ à l'école primaire de la Grande-Vallée qui servira particulièrement à améliorer
la cour d'école. Depuis le début du Club optimiste de Saint-Raymond en 1970, on estime que les membres ont remis aux écoles primaires et secondaires de Saint-Raymond un montant total d'environ 600 000 $. La principale activité de financement du Club optimiste demeure le Petit Tour. Au printemps, quelques 145 jeunes cyclistes avaient amassé un montant de près de 8 000 $ l'an dernier. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir Karine. Bonsoir Michel. D'autres salons de Noël cette fin de semaine. Oui, donc la saison qui est bel et bien commencée. Donc un petit rappel pour vous mentionner le Noël au Moulin qui se tiendra les 2 et 3 décembre. Donc ce samedi et ce dimanche du côté du Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Samedi, ça se déroule de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h. Boulangerie et artisans, vente de sapins, feux extérieurs, glissades et boissons chaudes seront au menu. Sinon, du côté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, donc le marché de Noël qui se déroule du 1er au 3 décembre, donc dès ce vendredi jusqu'à dimanche, et du 8 au 10 décembre, donc la fin de semaine prochaine aussi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est un rendez-vous hivernal qui se veut un lieu de rencontre où tous peuvent découvrir de délicieux produits régionaux et s'émerveiller aussi devant les talents et la créativité vraiment qui habitent la MRC de la Jacques-Cartier. Cette année, c'est une cinquantaine de producteurs, artistes et artisans qui vous accueilleront, évidemment dans une ambiance teintée de l'esprit des fêtes, prestations musicales, illumination de Noël, animation ambulante, spectacles, bricolage et activités sportives extérieures qui vous attendent tout au long de ces 2 fins de semaine. Sinon, petit rappel pour le marché de Noël des fermières de Saint-Basile, ça se déroule ce dimanche 3 décembre de 9h à 16h du côté du centre Ernest Papillon. Artistes, artisans, marchands aussi de ce côté-là, beaucoup de beaux produits faits ici même, évidemment, par des gens qu'on connaît souvent. Donc, le Cercle de fermières de Saint-Basile qui exposera les pièces du concours d'art textile aussi qui ont été présentées cette année, ainsi que des travaux réalisés par les artisanes du Cercle de fermières. Donc, exposition de morceaux destinés à l'unité néonatale aussi du CHUL, donc qui est une des causes, en fait, des cercles des fermières. Bref, vraiment une occasion de faire leur rencontre. Les élèves aussi de l'école Les Trois Sources qui participeront cette année encore à leur concours de dessin, donc le travail, c'est la clé. Vous serez donc invités à voter pour votre coup de cœur parmi tous les dessins réalisés par les jeunes et évidemment, il y aura aussi possibilité de vous restaurer sur place. Sinon, du côté de Saint-Léonard, ça se déroule aussi ce dimanche 3 décembre pour une 10e année, donc le Salon de Noël de Saint-Léonard qui vous accueillera. Plusieurs artisans, encore une fois, de chez nous et de la région qui seront présents. Poterie, peinture sur bois, bijoux, miel, artisanat et bien d'autres choses plus belles les unes que les autres. On vous invite à venir faire de belles découvertes et profiter de l'occasion pour découvrir aussi et vous procurer des cadeaux originaux et inusités, uniques. Donc, tout au long de la journée aussi, on vous promet des surprises. Donc, pour souligner le 10e anniversaire du salon, ça se déroule au sous-sol de l'église de Saint-Léonard, donc de 10h à 16h. L'entrée est gratuite et il y aura des prix de présence. Et comme c'est le cas aussi pour Saint-Basile, il y aura un service de restauration sur place. Tu nous parles maintenant d'un appel de dossier pour la verrière du Centre Multi à Saint-Raymond. Exactement. Donc, les artistes qui souhaitent exposer leur œuvre dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond ont jusqu'au 19 janvier prochain
pour envoyer leur demande accompagnée d'un portfolio. Donc, et on doit faire parvenir le tout au coordonnateur de la culturelle de la Ville, M. Étienne Saint-Pierre. Toutes les informations se retrouvent sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond ou encore en contactant directement M. Saint-Pierre. Et j'en profite aussi pour vous faire un petit rappel concernant l'appel de dossier. Je vous en ai déjà parlé. Symposium de Cap Santé riche en couleurs. Donc, l'appel est toujours en cours et se poursuit jusqu'au 16 février prochain. Donc, il faut rappeler que le Symposium Cap Santé riche en couleurs se déroulera les 23 et 24 juin prochains. Cette fois-ci, c'est sous la présidence d'honneur de l'artiste peintre Céline Martel. Donc, à la mi-février pour déposer votre dossier et toutes les informations sont via le site web de la Ville de Cap Santé. Défilé de Noël à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Oui, donc il n'y a pas seulement que le salon qui se déroule en fin de semaine, on parle aussi du 16e défilé de Noël des Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui se tiendra dans les rues de la ville. Donc, c'est ce samedi 2 décembre. Le défilé qui se mettra en branle dès 13h à partir du parc du Grand Héron pour se terminer vers 14h au IGA des Sources. Une séance de photos pour les jeunes avec le Père Noël sera aussi offerte en fin de parcours. Il y aura aussi remise de cadeaux et tirage. Côté des spectacles, quel est le programme de cette semaine? Le programme de cette semaine, tout d'abord, du côté de Saint-Casimir, on y va avec Jonathan Roy qui sera en spectacle du côté du Théâtre Les Grands Bois. Ce vendredi 1er décembre à 20h, il sera accompagné de Scott Hellman comme invité spécial. Les billets sont en vente sur evenco.ca ou encore sur lepointdevente.com et il en reste encore quelques-uns. Les hôtesses d'Hilaire et le groupe Garnotte qui seront aussi en spectacle, cette fois-ci, c'est ce samedi 2 décembre à 21h30 et ça se tient du côté de la taverne de Saint-Casimir. Les billets sont disponibles au coût de 21 $ directement sur le site pointdevente.com. Du côté de Pont-Rouge, maintenant, les Poules à Colin, donc qui sont 5 descendants de musiciens traditionnels qui se produiront, en fait, qui frôleront les planches de la salle Lina Lemay. Donc, c'est un groupe qui joue ensemble depuis près de 8 ans, qu'ils en sont à leur 2e album. Et évidemment, ils réinventent les traditions en poussant plus loin l'exploration des alliages entre le trad québécois et les autres styles de musique. Donc, évidemment, c'est dans le cadre du Noël au Moulin qu'ils seront de passage au Moulin Marcoux. Donc, ce samedi 2 décembre à 20h, il reste encore des billets au coût de 30 $, donc directement via le site web du Moulin Marcoux. Sinon, à Saint-Raymond, pour les semaines à venir, donc on le sait souvent que les spectacles pour enfants dans le temps des fêtes, on la cote. Donc, Harry Couicoui et le Boulanger Joyeux qui présentent leur spectacle de Noël, ça se déroulera le samedi 9 décembre à 14h du côté du Centre Multi de Saint-Raymond. La troupe vous transportera dans un monde délicieux que parents et enfants voudront découvrir en famille. Les billets sont en vente au petit prix de 6 $ directement à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. Souvent, on a fait le tour des salons, on veut faire d'autres choses avec les enfants, une belle sortie familiale, un beau spectacle à ne pas manquer. Et petite mention aussi pour souligner que Gino Carrier sera ce samedi 2 décembre du côté de la pharmacie Uniprix de Saint-Raymond pour dédicacer son livre intitulé « 175 années, 175 affiches ». Donc, on vous avait déjà mentionné qu'il avait fait une soirée dédicace. Eh bien, il répète l'expérience au grand bonheur de tous. Donc, avis à ceux qui l'avaient manqué. Ce samedi, du côté de la pharmacie Uniprix Picard et Simard de Saint-Raymond. La Ligue d'improvisation amateur de Portneuf se cherche des joueurs. Oui, donc la LIP Portneuf, qui est une ligue d'improvisation amateur qui tente en fait de percer dans Portneuf et qui a l'ambition aussi de devenir vraiment régionale, donc de couvrir la région en entier. Pour l'instant, toutefois, il ne compte que 3 équipes qui sont en formation et ses promoteurs, évidemment, souhaitent recruter d'autres joueurs pour en constituer au moins une 4e. Les équipes de Pont-Rouge, de Nakona et Saint-Marc-des-Carrières sont à la recherche, entre autres, de 2 joueurs supplémentaires. Les organisateurs aussi qui souhaitent que les amateurs d'improvisation d'autres municipalités se manifestent pour former d'autres équipes, donc avis à tous, ou encore à joindre celles déjà existantes. Les intéressés peuvent aller directement sur la page Facebook, donc on voit derrière nous, donc LIP 9. Donc, c'est vraiment, vous tapez ça sur Facebook, vous allez arriver sur la page, vous cliquez j'aime et vous allez avoir toutes les informations vraiment sur la nouvelle ligue d'improvisation. La LIP qui propose un concept simple, amusant, divertissant d'improvisation. Il n'est pas nécessaire d'être un pro puisque les joueurs sont dirigés par un capitaine d'équipe qui est expérimenté. Les dirigeants recherchent aussi des bénévoles et invitent évidemment les spectateurs. Donc, avis aux amateurs d'improvisation. Et soulignons aussi qu'un premier match est déjà prévu le 7 décembre prochain, donc jeudi prochain, du côté du Moulin Marcoux à Pont-Rouge. C'est un bel exercice. Bel exercice. Mental et beaucoup de plaisir. Oui, beaucoup de rire.
2 appels de projet du CALC. Oui, donc le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui lance un projet pour recevoir des propositions d'œuvres originales permanentes en art visuel et en architecture. Les artistes intéressés ont jusqu'au 22 janvier pour faire parvenir leurs propositions. Toutes les informations se trouvent vraiment via le site du Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est assez simple, il y a même des numéros de téléphone que vous pouvez composer pour obtenir plus d'informations. Sinon, un deuxième appel de projet, donc qui est en fait l'entente de partenariat territorial, qui est en fait une entente qui est conclue entre les MRC de la capitale nationale et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les artistes et organismes culturels professionnels ont jusqu'au 16 février prochain pour déposer leur demande. Soulignons qu'une séance d'information aura lieu le lundi 11 décembre à 9h à la MRC de Portneuf. Réservez votre place pour pouvoir y participer. Donc, tout ça peut se faire via l'agenda de développement culturel de la MRC. Rappelons qu'à la suite du précédent appel de dossier, 3 des 6 projets qui avaient été retenus étaient de la région de Portneuf. La Biennale internationale de Portneuf, entre autres, Carole Baillargeon pour une circulation d'œuvres récentes et un spectacle aussi de danse de Léa Ratis-Légaré, donc qui avait été retenu et subventionné. Rappelons rapidement les volets là, qui sont soutenus dans cet appel de dossier. Donc, soutien aux artistes et aux écrivains professionnels, soutien aux organismes artistiques professionnels, soutien à la mobilité aussi pour les artistes et soutien à la mobilité pour les organismes. C'est dans l'optique de soutenir les artistes, les écrivains ainsi que les représentants d'organismes artistiques professionnels désirant présenter une demande là, que vraiment cet appel en fait est lancé. On vous invite à contacter aussi Mme Fnoun Taha, conseillère en développement culturel pour toute information et ça se fait vraiment, encore une fois, très, très simple. Rappelons quelques chiffres. Donc, le Conseil des arts et des lettres du Québec qui a apparié le montant de 170 000 $ qui était déjà investi par la MRC partenaire, ce qui fait un total de 340 000 $ qui est réparti sur 3 ans, donc jusqu'en 2020. Et ce montant qui permettra évidemment la mise en œuvre du programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale et qui soutiendra de nombreux projets, donc vraiment une possibilité de production, de diffusion des arts et de la culture sur le territoire de la MRC. À en profiter. À en profiter. Le chœur Allegro en concert bientôt. Oui, donc le chœur Allegro de Pont-Rouge sous la direction musicale de Mme Nathalie Dumont, accompagnée par Mme Sylvie Deveau au piano et Mme Cathyliane Pinchot au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème « Fêtons Noël en chœur » au programme Les plus beaux chants qui accompagnent les festivités du temps des fêtes. Une seule représentation vous est offerte, soit le dimanche 17 décembre 2017 à 14h et ça se déroule du côté de l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Les billets sont disponibles auprès des choristes au dépanneur Yves Bussière de Pont-Rouge et chez JP Cormier-Épicier de Saint-Basile au prix de 15 $. L'admission à l'entrée le jour même du spectacle est de 18 $ pour les adultes et de 5 $ pour les jeunes de 14 ans et moins. Pour toute information supplémentaire, on vous invite à contacter le responsable, M. Jean-Noël Quentin, au 88 873 2334. Et en terminant, le Père Noël sera à la Vallée Secrète à Saint-Raymond au mois de décembre. Exactement. Donc, le Père Noël qui se promène un peu partout dans Portneuf. Vous savez qu'à Portneuf, on a toujours le vrai Père Noël qui vient chez nous. Alors, il sera du côté de la Vallée Secrète le 2, 3, 9, 10, 18 et 17 décembre prochain. Donc, ça se déroule sous 2 formules, 10h30 à 12h30 ou encore entre 14h et 16h. Rapidement, visite du site, parcours au choix, spectacle évidemment à la cache des petits nains, rencontre avec le Père Noël et dégustation de bouillon. Il y a aussi une soirée claire de lune qui est prévue le lundi 16 décembre dès 16h. Donc, plus d'informations directement sur le site de la Vallée Secrète de Saint-Raymond. Il y a quel âge, le vrai Père Noël? Ah, je pense qu'il est rendu à 1199, ouais. Wow. Presque 1200 ans. Merci, Karine. De rien, Michel. D'autres nouvelles après la pause. Soulignons que la Ville de Saint-Raymond a procédé au changement des baies vitrées de chaque côté de la patinoire de l'Aréna. La semaine dernière, les nouvelles baies vitrées sont 2 fois plus hautes que les anciennes, passant de 24 à 48 pouces. La Ville diminue ainsi les risques que les rondelles sortent de la patinoire et protège mieux les spectateurs assis.
De plus, ces baies vitrées plus hautes offrent davantage de flexibilité aux joueurs de hockey. Rappelons qu'un filet protecteur est aussi installé à chaque extrémité de la patinoire pour empêcher les rondelles de sortir justement de la patinoire. On estime ce projet à quelques 20 000 $. Peut-être aussi, juste en terminant rapidement, le député de Portneuf, Michel Matte, annonce qu'un montant de 100 millions de $ additionnels seront investis pour la phase 4 du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Alors, ça s'adresse aux municipalités, aux organismes scolaires, les organismes à but non lucratif ou les coopératives. On peut obtenir une aide financière 50 % des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 7,5 millions de $. Si ça vous intéresse, vous appelez au bureau du député, bien entendu. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, merci à Tony, Stéphane et Philippe. Vous pouvez revoir nos émissions sur notre site web ou des capsules sur notre page Facebook. On se laisse avec les images du Noël d'antan de Cap-Santé. Bonne semaine. De neige dans la vallée et dans son cortège des sapins gelés, de rester bien sage, témoin d'un baiser sur ton visage.